Connaissance, recherche, sciences, des sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Vous connaissez déjà Patrick Tollard, puisqu'il est venu 2 fois ou 3 fois ? 2 fois. 2 fois. Une première fois pour nous parler de ses recherches à Bavay, dans le Nord, et une deuxième fois lorsqu'il est venu nous parler de Murviel. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec lui un sujet plus général, puisque, comme vous savez, nous tentons de faire une espèce de synthèse de ce qui s'est passé pendant un petit quart de siècle dans l'archéologie et dans l'histoire de l'Antiquité. Et j'ai tenu à le faire venir parce que c'est l'un de ceux qui, je crois, a eu une importance dans ces domaines, comme va le prouver une publication qui va sortir sous peu et qui concerne une traduction de Strabon et d'autre part des études sur la Gaule méridionale, la Narbonnaise, à partir de Strabon. Alors, donc, le thème que j'avais annoncé sur le programme, c'était textes et archéologie. En réalité, j'ai fait peut-être une erreur en me limitant au mot texte. Il aurait mieux valu dire plus généralement l'écrit, c'est-à-dire également les inscriptions, également les légendes de monnaie, et peut-être même aurions pu nous faire appel à l'iconographie. Bon. Mais c'est néanmoins sur les textes que nous allons centrer cette séance. Alors, comme cette année, je parle un peu librement, je fais part de certaines expériences, je vais commencer par l'une de celles qui m'a le plus frappé. Ça remonte à 1968. Bon, vous n'étiez pas jeune, hein, enfin... J'avais une trentaine d'années, enfin un peu moins que ça. J'arrive à Aix-en-Provence après avoir fait l'école française de Rome et auparavant la rue d'Ulm et une agrégation, non pas d'histoire, mais de lettres classiques. Et il se trouve que le 1er janvier 1969, pour toutes sortes de raisons qui m'échappent encore, le ministre de la Culture, André Malraux, me nomme directeur des antiquités historiques de Côte d'Azur et de Corse. J'avais moins de 30 ans. Donc j'étais à la fois enseignant à l'université d'Aix, c'est-à-dire assistant d'un professeur d'histoire romaine, et d'autre part, me tombait comme ça une circonscription archéologique à gouverner d'une certaine manière. Et je me suis dit, quelle chance, quelle chance. C'est le moment précisément de mettre en rapport ce qui m'intéresse profondément, moi, des textes, et d'autre part, les réalités d'un terrain avec plusieurs départements qui sont là, et sur lequel l'archéologie de sauvetage commençait à peine à se mettre en route, sur lequel on pourrait faire des opérations. Donc, merveilleuse occasion. D'autant que, comme j'y ai fait allusion il y a peu de temps, en tout cas l'année dernière, s'était développé, ou avait commencé de se développer, grâce à des très jeunes, des opérations spectaculaires
sur, par exemple, les oppida du Languedoc. Vous vous rappelez, je fais allusion à Nage, à Ambrussum, à tout ce qui se passait dans la Vaunage. Et il y avait aussi en Provence de très jeunes chercheurs. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une opposition, je dirais quasiment charnelle, entre cette génération-là, donc les très jeunes qui avaient presque mon âge ou pas loin, hein, et ce qu'ils considéraient comme les vieux professeurs, comme les vieux archéologues, des gens qui étaient pétris de culture historique, comme Henri Roland, qui fouillait Glanum, comme Fernand Benoît, qui fouillait Saint-Blaise et d'autres sites, et qui avait été le précédent directeur des antiquités historiques, et que ces générations, et c'était peut-être 68 qui arrivait là, ne se rencontraient plus. Il y avait d'un côté les jeunes qui disaient ce que l'on fait, ce qu'on nous raconte, c'est totalement dépassé. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout de savoir l'hellénisation de la Gaule. Ce n'est pas du tout de savoir les différentes occupations de Glanum. Ce qu'on veut, c'est retrouver des racines. Et ces racines, ces gens-là, ne sont pas capables de les retrouver. Et ils ne sont pas capables pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont imbibés d'une culture historique et classique. Et la seconde raison, c'est qu'ils ne savent pas fouiller. Et cette génération-là, effectivement, était, née avec une culture qui relevait de la culture des préhistoriens. Ils avaient fréquenté des chantiers de fouilles préhistoriques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de texte et qui donc savent décaper le terrain et tirer du terrain lui-même les traces qu'il veut bien laisser. Alors que, pensait-il, les historiens, eux, avaient des présupposés dans la tête. On allait chercher à Saint-Blaise ce qui correspondait à une forme d'hellénisation. On allait chercher à Glanum des monuments inspirés par les Grecs, puis inspirés par les Romains. Et dans tout ça, on faisait l'impasse sur ce qu'avaient été les ancêtres, les Gaulois. Donc, se mélanger à la fois une aspiration très, très, très profonde et qu'on a connue en 68 un petit peu partout, et qui, Dieu merci, a produit parfois ses fruits vis-à-vis de racines régionales, surtout Languedoc aujourd'hui, où entre Languedoc et puis, disons, l'Espagne catalane, les liens sont de plus en plus forts, mais aussi en Provence. Alors, moi, j'étais sensible à ça pour deux raisons. La première, c'est que, ayant fouillé moi-même, j'avais fait des stages chez un professeur italien qui s'appelle Nino Lambolia, qui était de Vintimille, et dont Laurent Olivier, qui vous parlait ici il y a 8 jours, aurait dit qu'il était un superbe représentant de l'archéologie nationaliste et mussolinienne. Et c'est vrai, c'est vrai. On va dire que certains des chants qu'il y avait le soir pouvaient assez mal passer à l'époque. Mais cet homme a créé, on peut le dire, la science stratigraphique pour le milieu des historiens, a acclimaté chez nous la manière de décaper les terrains qui jusqu'alors n'existaient pas. Je dois en témoigner. Je suis à peu près certain qu'on a massacré des sites et des sites en faisant des trous n'importe comment et en ne comprenant pas cette superposition. Bon. Donc, d'un côté, ils avaient raison.
d'un autre côté, l'espèce de rupture entre, comment dire, le colonisé et le colonisateur, Rome, enfin le colonisé, les indigènes, les Gaulois, les purs, les durs, et puis Rome, ou Marseille et Rome d'un autre côté, me paraissait quand même un débat relativement dépassé, et surtout un débat relativement stérile, qui ne pouvait pas mener à grand-chose. Alors, je pense qu'effectivement, cette rupture a été une étape nécessaire dans la recherche archéologique. On a vu donc une jeune génération publier dans des revues des sondages qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres ou 100 mètres sur 100 mètres, avec toutes les couches, avec tout le matériel, tous les dessins de céramique. Patrick s'en souvient très bien. Des pages et des pages qui faisaient hurler les archéologues, disons, de formation classique, mais qui ont fini par déboucher sur des instruments, et des instruments qui aujourd'hui sont indispensables, c'est-à-dire des typologies, c'est-à-dire tel tesson appartient à telle classe, et telle classe, on peut la dater de temps et de temps. Et à l'heure actuelle, nous avons des instruments qui ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu cette espèce de prise de conscience. Et puis, et là je salue une mémoire qui nous est chère à tous les deux, qui est celle d'une jeune collègue qui s'appelait Charlotte Arcelin. Et puis il y a eu d'autres interrogations. Et ces autres interrogations sont nées de la fréquentation des ethnologues et des anthropologues. Et ce sont des choses dont personne n'avait eu jusqu'alors l'idée de les interroger. Par exemple, une fouille nous donne tant de tessons. Alors ces tessons, ils viennent par exemple d'Attique, ils viennent d'Étrurie, ils viennent de Rome, ils viennent, peu importe, où ils sont régionaux, etc. Et puis on les classe et on date un site. Mais Charlotte, informée par sa culture ethnologique et par des séjours à l'étranger, s'est mise à poser d'autres questions. Elle dit très bien, mais à quoi ça sert tout ça? C'est-à-dire, est-ce que ça nous informe pas seulement sur le commerce extérieur, c'est ce qu'on faisait jusqu'alors, en disant telle population a reçu des influences qui provenaient, ou le commerce, disons, qui provenait de Grèce, qui provenait de Rome, qui provenait d'ailleurs. Mais quand on regarde les proportions, c'est quoi? Est-ce que ça nous apprend comment les gens mangeaient, par exemple? Est-ce que ces collections de vaisselle ressortissent d'une culture qui est méditerranéenne ou d'une autre culture? Est-ce que l'on privilégie le bouilli? Est-ce qu'on fait des soupes? Le rôti? Dans quoi sert-on? Est-ce que on vous donne des assiettes qui sont richement décorées? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez de vagues assiettes et puis tout le bois nous échappe? Et à partir de ça, il y a une espèce de sociologie archéologique qui est née, qui s'est développée et qui a totalement transformé nos études. Elle a montré, par exemple, et c'était une thèse que je fais soutenir, c'était en 1975, je crois, c'est pas jeune, elle a montré qu'une céramique qu'on considérait comme une céramique typiquement d'origine massaliote et même d'origine phocéenne, avec des formes et surtout des décors semblables et une technique de fabrication semblable, eh bien, avait été imitée, mais totalement détournée dans son utilisation. C'est-à-dire qu'une espèce de mode avait été récupérée non seulement par des indigènes,
mais même par des ateliers massaliotes pour s'adapter à une culture qui était complètement nouvelle. Donc, vous me direz, où sont les textes là-dedans? J'y arrive. La deuxième surprise, souffrance que j'ai eue à cette époque a été de constater qu'il y avait une rupture totale, d'abord entre la France du Sud et le reste, la Gaule intérieure, comme on dit, et d'autre part, dans la Gaule intérieure en question, entre la proto-histoire qui se développait et l'époque gallo-romaine. C'est-à-dire, il y avait une espèce d'impureté totale à regarder le gallo-romain. Le gallo-romain, c'était les colonisateurs. Ça n'allait pas du tout. Et il reste encore, je crois, aujourd'hui, il suffit de regarder la littérature, quelques traces, ou les congrès, quelques traces de tout ça. Ah non, après 52, on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est plus notre monde. C'est plus les vrais. C'est plus les purs. C'est plus les durs. C'est plus les Celtes. Alors voilà le genre de comportement, et probablement qu'aujourd'hui nous en avons d'analogues, même si nous ne les sentons pas. Et Laurent en a dénoncé quelques-uns la semaine dernière. Voilà le genre de comportement qui, pendant longtemps, je pense, a bloqué une grande partie de la recherche. Mais, comme disait le président Mitterrand, il y a le temps. Et à mesure que les jeunes archéologues que j'ai connus à cette époque-là ont pris un peu de bouteille, à tous les sens du terme, d'autres questions sont venues se poser. C'est bien de constituer ces référentiels. C'est bien d'avoir tous ces catalogues qui vous permettent de faire des formes, de dater de la vaisselle et donc de classer vos couches. Mais tout ça, comment l'interpréter? Et on s'est retourné vers, je dirais, l'ethno-anthropologie. Des gens comme Lévi-Strauss ont joué un rôle fondamental dans nos disciplines. C'est-à-dire, on s'est dit, après tout, ce qu'on voit, ce qui a été vu, de la même façon que les missionnaires au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle nous donnent des récits sur le Pérou, sur le Congo, etc. Bon, c'est utile, ça nous informe. On sait bien qu'il faut réinterpréter. Mais les ethnologues ont déjà eux-mêmes façonné des instruments méthodologiques, ce qu'on appelle des filtres, pour montrer comment nous, les Blancs, nous déformons les réalités que nous voyons. De même que les civilisés ont des filtres vis-à-vis de ceux qu'ils appellent des barbares. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces filtres et puis essayer quand même de revenir vers les textes antiques de toutes sortes, et notamment les plus grands, comme César, ou comme Poséidonios, par le biais de Strabon, de Diodore de Sicile, de ce qu'on en a parlé, pour essayer, cette fois, d'informer un peu nos données archéologiques, de mettre des noms, de tenter de comprendre, même si eux, par force, ne comprenaient pas. Et c'est alors que s'est mis en route, je crois, un mouvement imparfait, parce que beaucoup ne connaissaient évidemment ni le grec ni le latin, ça c'est pas leur faute, mais parfois les instruments
de traduction n'était pas à la hauteur, pour la simple raison que ceux qui avaient traduit et qui étaient des spécialistes des lettres classiques ne connaissaient pratiquement rien en archéologie, et que d'autre part, les archéologues ne connaissaient ni le latin ni le grec. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé, je crois, d'abord à se parler mieux, à se considérer tous en disant qu'on était à peu près embarqués sur la même galère, si j'ose dire, ou dans le même convoi, et que des choses se sont mises à changer. Moi, je me rappelle très bien le déclic qui a été le mien, parce que tout ça, je le tournais dans ma tête, mais sans arriver à quelque chose d'un petit peu opérationnel. Moi, le déclic, c'était la commande d'un éditeur qui m'a dit « J'aimerais que vous fassiez un César et la Gaule ». César en Gaule. Bon. Jules César, il y avait plein de commentaires, si j'ose dire, sur lui, en tout cas, plein de livres historiques. La Gaule, il y avait des trucs sur la guerre des Gaules depuis Napoléon III, mais enfin, tout ça n'avait guère retenu l'attention. On savait bien que la guerre des Gaules avait été importante pour lui, parce qu'il s'était fait plein d'argent, et que ça avait été à la base de ce qui allait lui arriver ensuite avec les légions qu'il avait aguerries et qui allaient l'aider à conquérir le monde. Mais à partir du moment où on met en rapport les textes et l'archéologie, on se pose toutes sortes d'autres questions. Et les questions, c'était comment se fait-il, par exemple, qu'en Auvergne, avant, semble-t-il, la guerre des Gaules, on trouve des choses qui témoignent d'une indéniable romanisation. Bon, c'était fugitif, mais ça arrivait. À Besançon, vous vous rappelez peut-être Olivier Guyot qui était venu vous faire, bon, si vous étiez là, un séminaire il y a bien longtemps, qui disait qu'avant la guerre des Gaules à Besançon, dans une fouille, on venait de trouver des ossements de grands bœufs, connus qu'en Italie. On avait trouvé un étalon de bronze, qui représentait un maître romain, etc., etc. Donc, les interrogations se posaient. Et du coup, une nouvelle lecture était possible, montrant qu'en réalité, César était intervenu effectivement pour mettre fin à cette espèce de migration des Helvètes qu'il décrit comme étant un raid sauvage alors qu'il était parfaitement organisé diplomatiquement, mais en même temps qu'il avait à côté de lui, comme alliés, tous les grands peuples limitrophes de la Provincia, et que c'est avec eux qu'il allait réduire, disons, la frange qui n'était pas encore intégrée dans le monde, surtout économique, méditerranéen. Qu'à côté de lui, il y avait les plus grands représentants des firmes commerciales de Rome. Les gens capables d'acheter 70 000 esclaves, comme ça, cash, d'un jour, et de les faire ensuite transférer en Italie. Bon. Donc, à partir, si vous voulez, de cette espèce de réflexion qui mêle l'archéologie à l'histoire, on peut certainement parler autrement. Et le deuxième chose, parce que là nous l'avons fait ensemble avec ceux qui étaient là à l'époque, le dossier Vercingétorix, où on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire pas grand-chose à partir du texte de César, de démonter des mythes, et puis de voir ce que ça avait pu représenter, mais en termes à la fois politiques et socio-économiques. Donc, c'est pourquoi cette alliance entre l'histoire et l'archéologie
me paraît quelque chose non seulement d'indispensable, mais désormais d'incontournable. Et quand je dis histoire, je dis l'histoire sur sa longue durée. Parce que l'histoire de l'histoire, on l'a vu la semaine dernière, c'est loin d'être négligeable. Hein. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons du mal à enlever de nos schèmes mentaux un certain nombre de clichés qu'on y a mis quand on était tout petit. Moi, je me bats pour une nouvelle image des Gaulois, aussi bien dans les émissions de radio, à la télé que dans la presse, mais la force de ces schémas, qui d'ailleurs sont appuyés par une BD célèbre, la force de ces schémas est telle que vous pouvez revoir 2 mois après le journaliste qui vous a dit « Oh mon Dieu, c'est épatant, toutes ces nouvelles idées sur les Gaulois », et qui vous posera rigoureusement les mêmes questions en disant « Oh, mais c'est incroyable !» Pour enlever ça de la tête, je ne sais pas ce qui passera, et comme tant. Et il faut bien dire que le mode consternant et, je dirais, scandaleux, qui est celui qui est à la base de la confection des manuels scolaires du primaire et du collège, ne nous aide pas du tout. Bon, alors j'ai parlé beaucoup des Gaulois là, mais on a aussi vu toutes sortes de transformations dans notre appréhension des, alors on va dire, pour simplifier, de la Gaule romaine. Qu'est-ce qu'on écrivait sur la Gaule romaine il y a 30 ans? Eh bien, il suffit d'aller chercher les manuels, des livres, ou même un superbe bouquin que moi j'aime beaucoup, qui était dirigé par Marcel Leglay et qui s'appelait « L'histoire de la France rurale ». C'est-à-dire, on faisait la Gaule à partir essentiellement des textes et de la fouille mal faite de quelques grandes villas somptueuses. Et puis on avait les routes, puis voilà. Or, tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, notamment grâce aux travaux d'urgence, a aussi transformé complètement notre vision. On s'est mis à étudier les paysages, on a étudié les pollens, on a étudié ce qu'on appelle les macro-restes, c'est-à-dire les graines. Et les géologues sont aussi venus nous prêter leur appui. On a étudié le climat. Et tout ça modifie sidéralement l'approche que l'on pouvait avoir il y a 30 ans. Aujourd'hui, on écrit des choses complètement différentes et des gens comme Laurent Stranois et autres viendront vous en parler ici. L'histoire des villes. Combien avons-nous eu d'intervenants qui nous ont parlé des nouvelles découvertes, je sais pas, d'Orange, de Reims, de Nîmes, bon, bref, on en a eu, je sais pas, 30 ou 40, sinon davantage. Donc, le fond de ma pensée, vous l'avez bien compris, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté l'archéologie, c'est-à-dire une archéologie technicienne qui se borne à décaper, à faire des rapports. On ne peut pas avoir d'un autre côté des historiens qui ne s'occupent que des textes et qui ne regardent pas toute la substance que les chantiers peuvent nous apporter. Ces dernières années ont montré le
côté, mais indispensable, fructueux, fécond de la rencontre. Et ce côté fructueux et fécond, ça a été, à mon sens, de montrer qu'on ne fonctionnait pas en termes de rupture. Il n'y a pas la rupture de la protohistoire, il n'y a pas la rupture avec l'époque gallo-romaine, comme il n'y a pas la rupture entre l'âge du bronze final et le premier âge du fer, entre le premier et le deuxième, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a des peuplements qui sont relativement stables, qui peuvent connaître des crises, des mutations, des bouleversements, mais la stabilité l'emporte. Et c'est ces continuités qu'il faut essayer de comprendre. Alors on les comprend comme on peut, on les comprend par les chantiers, on les comprend par l'interprétation des textes, mais nulle source n'est à négliger. Rappelez-vous la démonstration qu'on avait faite il n'y a pas longtemps sur les grandes généalogies qui sont celles, par exemple, de l'Arc de Sainte, où on voit un arrière-grand-père en Gaulois, et puis il a son fils qui combat avec César, et puis le petit-fils qui prend un nom romain, l'arrière-petit-fils devient le grand prêtre du temple de Condate, le sanctuaire fédéral des Trois Gaules. C'est une image qui est évidemment une image un petit peu idéale, un petit peu idyllique. Bon, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir ça, mais pour tout le monde, la population lambda ne peut pas faire état de telle succession. Mais rappelez-vous aussi ce que nous avons vu il y a peu de temps, à savoir cette superposition de villas, grandes villas romaines du IVe siècle. En dessous, villa, deuxième, troisième, pas mal. Premier, et puis après, premier avant, petite ferme agricole, deuxième avant, un petit terroir agricole avec des trous de poteaux. Bon. C'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre l'accent. On a toujours tendance à écrire l'histoire en termes de rupture. Mais en réalité, je pense que l'archéologie, c'est la démonstration de la continuité. Les textes, ça peut être tout à fait autre chose, puisque les Gaulois n'ont pas écrit, mais à travers ces textes, à travers leur vision, ce qu'il y a à chercher, c'est peut-être ça. Et je terminerai, avant de céder la parole à Patrick, je terminerai en disant qu'aujourd'hui, en 2009, il faudrait que ceux qui s'occupent d'archéologie et ceux qui s'occupent d'histoire ne viennent pas mettre à mal un mouvement qui a été long, un combat qui n'a pas toujours été facile, et que on ne revienne pas à, d'une part, des techniciens qui fouillent très bien, qui laissent des rapports très bien, d'autre part, des historiens qui étudient leurs textes, et que, entre eux, il n'y ait pas les interfaces qui sont absolument indispensables. Alors, je vais passer la parole à Patrick, que vous connaissez, qui est enseignant à l'université, professeur à l'université de Montpellier, qui dirige un très grand chantier et qui partage avec moi le fait d'être agrégé, par exemple, encore que ce ne soit pas forcément un titre de gloire immense, de s'être toujours intéressé à la fois au texte, notamment à notre ami commun Strabon, à l'archéologie,
d'avoir été lui aussi directeur des Antiquités en Bretagne pendant 4-5 ans, d'avoir été ensuite enseignant à Lille, donc d'avoir, comment dire, tourné pas mal, promené sa bosse dans tous les coins, mais qui, je crois, partage avec moi la conviction dont je viens de vous faire part. Donc, je lui donne la parole.